Comme dirait le Kix, comme dirait le général, comme dirait le leader suprême de la France, le football y a changé. Salut tout le monde, c'est TMF et le football y a changé de manière très concrète au cours de cette Coupe du Monde 2026 avec la mise en place de quelques nouveautés qui ont déplu, qui ont plu, mais sur lesquelles il est venu le temps de faire le bilan tranquillement, se remémorant chaque instant. Pour tout vous dire, l'idée de cette vidéo, elle m'est venue d'un article du journal L'Équipe où ils ont fait une liste de ce qu'ils qualifient d'innovation. Vous allez le voir, dans les faits, c'est pas forcément des innovations, et où leurs reporters disent si c'est une bonne ou une mauvaise idée de les garder. Eh bien, je ne fais pas partie des reporters du journal L'Équipe, mais je trouve le concept assez sympa et ça nous permet de revenir aussi sur quelques éléments qui ont évolué dans le football au cours de cette Coupe du Monde 2026, des éléments les moins rattachés aux sportifs et les plus anecdotiques, par exemple la question de l'alcool dans les stades, jusqu'à des choses qui ont une importance absolument cruciale pour notre sport, des questions d'arbitrage, des questions de petites pauses au cours des rencontres pour l'hydratation bien évidemment. Bref, c'est un vaste sujet, ou plutôt c'est pas mal de petits sujets. Installez-vous confortablement et bienvenue pour cette nouvelle vidéo Talk My Football. C'est l'innovation la plus controversée de cette Coupe du Monde 2026, les pauses fraîcheurs, et sans surprise, le journal L'Équipe est majoritairement pour ne pas garder cette habitude systématique, et pour cause, on le sait, les pauses fraîcheurs n'étaient qu'un prétexte. En réalité, c'est un joli nom qui est donné à des coupures publicitaires qui ont simplement pour but de valoriser encore plus le produit télévisuel, et du coup, les diffuseurs peuvent intercaler des publicités, non seulement avant le match, non seulement à la mi-temps, non seulement après le match, mais aussi en plein milieu de la rencontre pendant que les joueurs s'hydratent, ce qui est très important, on le rappelle, quand il fait 15 degrés parfois dans le stade, comme ça a été le cas pour certains matchs de la Coupe du Monde. Loin de moi l'idée de dire que la santé des sportifs est secondaire, simplement on sait tous qu'ici c'était un prétexte. En fait, je vois pas comment on peut être pour garder les pauses fraîcheurs systématiques, et le mot systématique il est important. Qu'on ait des pauses fraîcheurs quand il fait 35 degrés dans un stade, pourquoi pas? Le fait de les mettre systématiquement, c'est ne pas répondre à une problématique de santé des joueurs, c'est répondre à une problématique publicitaire où bien évidemment, quand tu vends des créneaux de diffusion, tu peux pas te permettre de dire ça se trouve il y aura le créneau, ça se trouve il y aura pas le créneau, ça dépend de la météo. Moi je trouve que c'est un contresens sportif absolument majeur. Pour le spectateur, ça hache le visionnage de la rencontre. Pour la dynamique sportive d'un match de foot, ça fait une pause supplémentaire, un point tactique supplémentaire, un repos supplémentaire, ce qui peut être jugé comme bon ou mauvais, mais ce qui change fondamentalement le football. Et moi, qu'on ait des changements qui arrivent dans le football simplement motivés par l'idée de me caler une pub pour Coca-Cola, KFC ou je ne sais quoi, ça me plaît pas beaucoup. Donc j'aimerais vraiment savoir pourquoi il y a 7% des reporters du journal L'Équipe qui veulent garder ces pauses fraîcheurs. Le seul avantage que je vois, c'est que si t'as envie d'aller pisser durant un match, t'as pas à te retenir 45 minutes, mais alors sinon, c'est vraiment à oublier, et j'ai peur qu'on ne l'oublie pas, très loin de là. Dans les innovations pour la Coupe du Monde 2026, on a eu de nouvelles règles contre le gain de temps. Très concrètement, c'est un remplacement en 10 secondes maximum, c'est 5 secondes max pour les 6 mètres et les touches, c'est des sorties express pour les blessés et c'est également 8 secondes maximum pour le ballon dans les mains pour les gardiens de but, ce qui a été appliqué de la manière la plus ferme possible, alors qu'auparavant on avait déjà une règle mais dont l'application restait relativement douteuse. Là-dessus, un petit peu comme les reporters du journal L'Équipe, moi je suis pour le fait de le garder. Il n'y a pas trop de débat, on sait que les temps morts dans un match de foot, c'est quelque chose qui peut rendre le visionnage relativement laborieux puisque ça répond parfois à des logiques de gain de temps. Combien on a vu de joueurs être soi-disant blessés, rester à terre pendant de longues minutes et au final repartir frais comme des gardons, ça rend fou. Combien de gardiens on a vu essayer de gagner du temps, d'observer, c'est vraiment des choses qui sont contre l'esprit sportif et en plus, ce que j'aime bien avec l'adaptation de ces règles, c'est que ça met un petit peu de challenge. Faire une touche très rapidement, faire un 6 mètres très rapidement, non seulement ça empêche l'anti-jeu, mais ça limite aussi le temps de réflexion de manière très concrète et ça rend l'exercice plus intéressant. Alors il y avait déjà des joueurs qui
manœuvraient plus ou moins bien les touches, il y avait des équipes qui étudiaient plus ou moins bien ces configurations. On a eu notamment quelques touches longues assez spectaculaires cette saison, mais alors avec cette règle durant la Coupe du Monde 2026, je trouve que ça ajoute un petit truc, donc franchement ça rend les matchs plus agréables à visionner, ça va dans le sens de l'esprit sportif, ça met une petite contrainte qui crée de nouvelles adaptations nécessaires, mais qui pousse à la réflexion du football. Moi je suis entièrement pour garder ça, je trouve que ça a été une excellente chose. Vérification systématique avant les seconds cartons jaunes synonyme d'exclusion, vérification des corners lorsque finalement ils ne devraient pas être accordés, et évidemment correction concernant les erreurs d'identité lorsqu'un joueur reçoit un carton jaune ou un rouge, alors que finalement ça devrait être une autre personne visée par la décision arbitrale. Ça, ce sont les nouveautés concernant l'arbitrage vidéo qui ont été appliquées au cours de la Coupe du Monde 2026. On a donc affaire à un élargissement du champ d'application de la VAR et vous le voyez, l'avis des reporters à l'équipe est assez partagé sur la question. Moi j'ai envie de dire que comme d'habitude, le diable se cache dans les détails. En fait, tout ce qu'on peut reprocher à la VAR de manière générale, même au-delà de ses applications précises, c'est pas la règle sur le papier, c'est comment elle est appliquée. Est-ce qu'on a une constance? Est-ce que ça se fait rapidement au cours des rencontres? Est-ce que finalement ça n'ouvre pas la boîte de Pandore sur de nouvelles zones grises où on va avoir des problématiques sur est-ce que là ça aurait justifié l'emploi de la VAR ou pas? Du coup j'ai un petit peu de mal à être foncièrement contre ou pour cette innovation en disant que c'est dans l'absolu une bonne ou une mauvaise chose. Ça dépendra de l'utilisation qu'en font les arbitres, ça dépendra de la compétence de la cellule d'arbitrage dédiée à la VAR, ça dépendra finalement de ce qui est le facteur d'ajustement à chaque fois pour toutes les rencontres depuis qu'on a la VAR dans les matchs de foot. Il y a des matchs où tu es très content d'avoir l'arbitrage vidéo parce que ça évite des erreurs manifestes. Il y a des matchs où même quand c'est pas sur des erreurs manifestes, la VAR intervient de manière appréciable et à contrario parfois la VAR qui est censée être systématique brille par son absence et donne un sentiment d'injustice qui est encore plus grand parce que la promesse de la VAR, c'est avoir un arbitrage quasiment infaillible qui gomme les erreurs d'arbitrage, donc forcément quand on a quand même, c'est d'autant plus scandaleux. Donc est-ce qu'il faut être contre ou pour l'élargissement de la VAR et de son utilisation ? Moi je dirais surtout qu'il faut continuer à former les arbitres là-dessus, il faut surtout veiller à avoir une constance dans son utilisation et que ce soit pas à géométrie variable suivant les joueurs, suivant les équipes, suivant les compétitions, mais sur ça je pense qu'il y a encore beaucoup de chemin et que finalement cette nouveauté est en quelque sorte un non-événement. L'arbitrage plus permissif au cours de la Coupe du Monde 2026, c'est un truc qui a fait beaucoup parler, notamment au début de la compétition, et ça me rappelle ce commentaire que vous aviez dans les anciens FIFA où le commentateur balançait « Oh l'arbitrage à l'anglaise » quand vous faisiez un tacle assassin et que c'était pas sanctionné. Et cette petite phrase qui ressortait dans les FIFA est assez symbolique du fait que dans le football, il y a une culture de l'arbitrage qui peut être différente selon les pays. Au cours de cette Coupe du Monde 2026, on a eu une culture qui était peut-être un peu plus anglo-saxonne par rapport à ce qu'on a l'habitude de connaître. C'était des consignes qui étaient vraisemblablement données aux arbitres parce que t'avais pas que des arbitres anglais, t'avais des arbitres qui venaient des quatre coins du monde. Moi, je dois avouer que l'arbitrage qui a tendance à plus laisser jouer, c'est un truc que j'aime bien, c'est un truc que j'aurais tendance à dire qu'il faut reconduire, mais c'est exactement comme pour la VAR. Le diable se cache dans l'application de cette règle. Certains vont dire qu'il y a eu des boucheries qui n'ont pas été sanctionnées au cours de cette Coupe du Monde 2026 à cause de ça. Moi je dirais simplement que c'est qu'il y a eu des moments où l'arbitrage était pas au niveau, comme ce qu'on se dit de toute façon toutes les semaines en championnat, que ce soit la Première Ligue, la Liga, la Ligue 1, parfois en Ligue des Champions, et que finalement, c'est pas où on met le curseur le vrai sujet, c'est est-ce que l'arbitrage est toujours bien réalisé. Moi, dans l'absolu, un arbitrage qui laisse plus jouer, je suis plutôt pour, mais de toute façon, ça changera absolument rien au débat sur l'arbitrage, et surtout, je vois pas ça comme une mesure qui peut être reconduite de manière absolue. Même dans une compétition comme la Ligue des Champions, donc une unique compétition, on a parfois des arbitres plus ou moins permissifs.
Je parle même pas des différences de style d'arbitrage entre les ligues, je parle même au sein d'une même compétition. Donc partant de là, comment vous voulez considérer ça comme une nouveauté qui va être facile ou non à appliquer? On peut donner des consignes locales, bien évidemment, mais on sait qu'il y aura toujours des particularismes en fonction des championnats, des arbitres, des équipes qui jouent. Donc c'est assez illusoire de se dire, ok, ce style d'arbitrage est le moins bon ou le meilleur, on va le garder, on va le supprimer. C'est pas une innovation à proprement parler, c'est pas une conclusion qu'on peut faire de manière ferme sur la Coupe du Monde 2026, simplement une prise de température générale, et mis à part quelques matchs où je trouvais vraiment que l'arbitrage était nul, qu'il y avait des vrais sujets, le fait de laisser jouer, je vois ça plutôt positivement. Les hymnes pour une Coupe du Monde, c'est quelque chose qui est sacré, mais on va être honnête, c'est pas quelque chose qui change fondamentalement la nature de ce sport. Est-ce qu'il faut garder les hymnes où les joueurs sont face à face, comme on l'a vu durant cette Coupe du Monde 2026 ? Je vais être honnête avec vous, je vous laisse débattre, mais moi j'ai pas forcément d'argument absolument monumental. C'est bien parce qu'il y a tous les joueurs qui sont impliqués, pas simplement le 11 titulaire. C'est bien parce qu'il y a des drapeaux sur le terrain et c'est plutôt sympathique, mais une fois que j'ai dit ça, j'ai l'impression que si on se lance dans un débat géant sur la question, on brasse de l'air. Je dirais simplement que ça a été une nouveauté qui, j'ai l'impression, a été plutôt bien reçue dans un monde du foot où on est tous plutôt conservateurs, parce qu'on aime le foot, on n'a pas forcément envie de voir ce sport évoluer. Donc si c'est un truc qui est plutôt bien reçu, ou du moins qu'on est à environ 50-50, et que c'est quelque chose qui change, j'aurais tendance à dire que c'est un signe comme quoi c'est plutôt positif, mais on va être honnête, c'est vraiment du détail, ça n'a pas une grande importance. La vraie nouveauté qui a déchaîné les passions pour cette Coupe du Monde 2026, c'est bien évidemment le mondial à 48 équipes avec tout ce que ça entraîne. Et là, vous voyez l'avis des reporters du journal L'Équipe sur la question. Oui, on veut le garder à 7%. On revient à 32 équipes à 86% majorité écrasante et on élargit davantage à 7%. Alors pour moi, en fait, c'est une question qui n'est pas bonne. Je suis désolé. Je m'explique, le nombre absolu d'équipes qui participent à la Coupe du Monde, c'est pas le problème. Le problème, c'est comment tu vas gérer tes phases de groupe. Et moi, j'ai trouvé les phases de groupe mal gérées parce qu'il y a une 3e place qui s'est retrouvée être qualificative pour la majorité des groupes. Et donc, l'enjeu a été réduit sensiblement. Par contre, si ça, c'est du fait de l'élargissement de la Coupe du Monde, il y a un autre truc que j'ai trouvé plutôt positif, c'est un tour supplémentaire en phase finale, en élimination directe, avec des 16e qui ont été assez intéressants. Parlez-en aux Allemands, ça peut être lourd de conséquences, mais j'ai trouvé que ça a donné des rencontres que j'ai pris plaisir à suivre. En plus, sur un match à élimination directe, tu sais que même si t'es une équipe un petit peu plus faible, tu peux créer l'exploit, comme dans n'importe quel format de coupe qu'on voit en Coupe de France, pour souligner un exemple qu'on connaît bien dans l'Hexagone. Donc ça, j'ai trouvé ça cool. Donc en fait, pour moi, la question, c'est pas forcément est-ce qu'on fait le mondial à 32, est-ce qu'on fait le mondial à 48, est-ce qu'on fait le mondial à 64, comme c'est proposé et comme ça va arriver avec la FIFA, on le voit venir. C'est plutôt comment on gère cet élargissement. Et moi, j'ai trouvé que cette Coupe du Monde 2026 a apporté des phases finales intéressantes, des phases de groupe nettement moins intéressantes. Donc si demain on a par exemple un mondial à 64, je pars de ce principe parce qu'on sent qu'on va être mangé à cette sauce. C'est pas forcément une hyper mauvaise chose dans l'absolu si tu arrives à dynamiser les modes de qualification pour les groupes, si tu arrives à avoir des phases finales intéressantes. Donc moi je me mets un peu à contre-courant. Je sais que quand on est un connaisseur de foot, ça fait bien de dire qu'on est absolument contre, que c'est absolument n'importe quoi, que la FIFA gâche tout, et on va pas se mentir, on sait très bien pourquoi. Il y a l'élargissement de la Coupe du Monde. T'as plus de pays qui participent, donc t'as plus de pays qui vont être intéressés par la diffusion des matchs. T'as également, quand t'es président de la FIFA, le soutien de certains pays, c'est un poste où t'es élu, il faut pas l'oublier. Bref, c'est des questions politiques, c'est des questions de business, c'est pas des questions sportives. Mais une fois qu'on a dit ça, je pense que la fête mondiale du football qui se fait en moins petit comité, ça peut être intéressant, que le tout est de bien gérer les enjeux, que tout n'a pas été parfait au cours de cette Coupe du Monde 2026, mais que c'est un premier point de réflexion, qu'il y a eu du bon et du moins bon, et que concrètement moi, je vois pas ça comme la fin de la Coupe du Monde et comme une catastrophe pour ce sport.
Est-ce qu'il faut garder ou pas le match pour la 3e place à la Coupe du Monde? Alors c'était pas une nouveauté pour cette Coupe du Monde 2026, mais évidemment le débat a d'autant plus d'écho en France, parce que ce match pour la 3e place, cette petite finale, vous voyez les Français qui étaient tous dégoûtés, qui avaient un somme absolument gigantesque, affronter des Anglais où Thomas Tuchel, le sélectionneur, a carrément dit que personne ne voulait jouer cette rencontre. De mon côté, je dois avouer que j'ai jamais compris ce match. Déjà, il y a plein de fans de foot, de gens qui s'intéressent vraiment à ce sport, qui ont du mal à vous ressortir qui ont été les 3e durant toutes les éditions de Coupe du Monde qu'ils ont connues, alors que ça se trouve, ils sont capables de vous sortir le meilleur buteur, le meilleur passeur et plein d'éléments extrêmement précis de ces compétitions. Ça vous montre un petit peu l'enjeu. Il n'y a pas de 3e place, faut arrêter de déconner. C'est pas les Jeux Olympiques, t'as pas un podium à la fin, t'as pas une médaille de bronze que tu vas être fier de ramener à la maison, c'est complètement anecdotique. On l'a vu avec le match France-Angleterre. C'est un match qui permet certes une belle affiche, mais où ça a fait un petit peu tourner. Partant du principe que c'est le match qui est censé être la petite finale, donc qui est censé avoir un enjeu, si tu fais tourner, ça prouve que tout ça est bidon, que c'est juste une farce. Donc ouais, moi je dois avouer que ce match pour la 3e place, j'ai toujours trouvé ça grotesque. J'ai toujours trouvé qu'il était un petit peu en dehors de la compétition, que c'était une sorte d'amuse-bouche avant la grande finale, mais le duel des perdants, c'est pas un truc qui m'a incroyablement passionné dans le passé. Alors ça peut être intéressant dans la configuration où tu te retrouves avec une équipe qui visait pas la finale et qui se retrouve là. Si on avait par exemple eu la Norvège d'Erling Haaland qui avait disputé une petite finale par son parcours, ça aurait pu être un match à enjeu pour eux. Mais la plupart du temps, c'est une belle affiche qui en réalité donne un pétard mouillé. Moi, je dois vous avouer que c'est un peu comme la Coupe de la Ligue. Si ça disparaissait, je serais pas le premier à la pleurer. Très loin de là, cette petite finale, je m'en fous complètement. Est-ce que la Coupe du Monde doit se transformer en Super Bowl? Est-ce qu'il faut garder le show à la mi-temps? Le problème dans le football, c'est qu'une mi-temps, ça dure 15 minutes. Et que 15 minutes, vous l'avez remarqué, c'est extrêmement court. On a eu un show durant cette Coupe du Monde 2026 qui a duré 11 minutes à la mi-temps, sauf qu'évidemment, tu as le temps de montage, de démontage de la scène, ce qui fait qu'on n'a pas eu une mi-temps de 15 minutes, mais entre 20 et 25 minutes, c'est ce que relatent les articles, et je dois vous avouer que j'avais pas le chronomètre en main. Et ça, moi, ça me pose un problème, parce qu'à la limite, qu'on fasse un show, pourquoi pas, des shows d'avant-match, ça existe, c'est plutôt cool, ça crée un événement qui est dispensable, vous pouvez vous pointer qu'au moment du début de la rencontre, mais le fait d'avoir un côté festif qui dépasse le simple cadre du sport, je peux l'entendre, mais je peux l'entendre dans les limites où ça modifie pas le match, et pour le coup, avoir une mi-temps de 15 minutes ou une mi-temps de 25 minutes, bah c'est un gros changement. Alors on va me dire c'est que 10 minutes, mais en attendant, si les mi-temps font 15 minutes, c'est pas pour rien. Si on a 25 minutes de repos plutôt que 15 minutes de repos, ça change quand même 2-3 éléments physiologiques. Tu sors également un petit peu du rythme du match. Et avoir comme perspective une modification du temps d'un match de foot à cause d'un événement pour voir des chanteurs sur le terrain, moi je dois vous avouer que c'est pas vraiment la vision du sport que j'ai. En plus, sur le côté chaud, je le redis, tu peux faire quelque chose de très sympa avant le début de la compétition. Pourquoi vouloir absolument le caser en plein milieu du match? Le pourquoi on le connaît évidemment, c'est pour des raisons de diffusion de publicité, etc. etc. Mais je trouve ça assez malvenu et j'ai vraiment l'impression qu'on essaye de faire rentrer au marteau et au burin un truc qui est pas du tout adapté au football. Donc moi je serais plutôt contre le fait de le garder. Dernier sujet de débat sur est-ce qu'il faut garder ça ou pas pour la Coupe du Monde 2026, c'est la vente d'alcool dans les stades. Alors j'ai vérifié, parce que je me suis dit, c'est bizarre, il n'y avait pas le droit de vendre de l'alcool à vendre dans les stades. Si, il y avait le droit en 2018 en Russie, il y avait le droit en 2014 au Brésil, et finalement c'est juste le Qatar qui faisait figure d'exception, où tu n'avais pas le droit de consommer de l'alcool dans les stades, mais où tu avais le droit dans les fan zones, et où tu avais le droit évidemment dans les loges VIP. Ça me fera toujours rire cette petite hypocrisie qui n'est pas propre au Qatar. Par exemple, en France, on a la loi E20 qui permet au club d'avoir, je crois que c'est 10 exceptions par saison pour vendre de l'alcool dans les stades, mais par contre, en loge VIP, il n'y a pas de problème. C'est pas les gueux qui sont en tribune. Quand t'es riche et que t'as ta petite loge, tu peux boire de l'alcool, c'est pas du tout le même produit apparemment, donc là, ça pose de problème à personne. Bon, je dois vous avouer que la question de la vente d'alcool dans les stades, c'est pas le sujet qui me passionne le plus. Pour être totalement transparent avec vous, moi je trouve qu'on a
un peu trop tendance à banaliser la consommation d'alcool. C'est pas un truc dont je suis extrêmement fan, mais une fois que j'ai dit ça, je considère que l'interdiction stricte n'a jamais été la bonne méthode, quelle que soit la question, et que finalement la pédagogie et la mise en place de structures pour consommer de manière responsable est le truc le plus malin à faire. De toute façon, n'importe qui ayant été au stade sait comment ça se passe quand t'as pas le droit à l'alcool dans les stades. Tu te retrouves avec ceux qui ont vraiment un problème avec l'alcool, qui se mettent des grosses mines avant de rentrer, et c'est pas les contrôles de sécurité à l'entrée qui vont t'empêcher de rentrer, même si t'es ivre, du moment que t'arrives à peu près à marcher et à être présentable durant 5 secondes. Donc en fait, je considère que c'est vraiment un sujet qui est un petit peu un non-problème, un non-sujet. Alors évidemment, t'as les questions de d'échauffement des esprits dans les stades, t'as les questions du fait que l'alcool n'arrange absolument jamais ces sujets, mais on le sait, encore une fois, interdire l'alcool dans les stades n'empêche pas d'avoir des personnes alcoolisées dans les stades. Ça encourage au contraire un système de consommation parallèle qui n'est pas des plus responsables. Donc franchement, pour citer le grand Kevin De Bruyne, je dirais je m'en bats les couilles frère, c'est vraiment pas le sujet qui m'intéresse le plus. Voilà, terminé pour la petite revue des innovations durant cette Coupe du Monde 2026. On aurait pu parler de pas mal d'autres sujets, comme la systématisation de l'ingérence politique du pays organisateur de la compétition. Bonjour la Maison Blanche et Donald Trump, mais ça, bien évidemment, il n'y a pas matière à débat, on est tous contre, du moins je l'espère. Ça vous aura donné une idée de ce que j'ai apprécié ou non dans les petites nouveautés de cette Coupe du Monde. De toute façon, j'ai envie de dire que vous pouvez prendre toutes les mesures qu'on a évoquées, toutes celles qui vont dans le sens d'un élargissement ou d'un développement du business, on va les garder, que vous soyez pour, que vous soyez contre, qu'elles aient été bien reçues ou mal reçues, c'est à peu près la seule certitude que j'ai. Sur ce, je vous dis à demain. Kiffez bien, salut.